On est de retour pour l'activité 2, vraiment pour faire le retour, pour répondre aux questions de comment vous avez répondu. Donc, en théorie, vous avez déjà mis en ligne votre document à votre enseignant. Donc, comme toujours, prenez d'un côté prenez votre côté votre document et je repasse rapidement sur les 20 questions qui ont été faites sur l'activité numéro 2. Donc, Benjamin a été embauché à temps partiel comme commis chez un nettoyeur. Benjamin est très satisfait puisque les employés il est payé plus que le salaire minimum finalement. Et c'est quand même assez rare qu'on dit dans son domaine qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si le salaire minimum augmente, est-ce que Benjamin peut réclamer finalement une augmentation, puis pourquoi? La réponse est non, Benjamin ne peut pas augmenter il peut pas demander d'augmentation. Donc, on sait là, en mai 2023, le salaire minimum était à 15,25. Donc, advenant le cas qu'il gagne 16 $ et que le salaire minimum monte à 15,75, donc il est toujours en haut du salaire minimum, il ne pourrait pas avoir une augmentation. Est-ce qu'il peut le demander? Bien sûr. Est-ce qu'il risque de l'avoir? Mais il y a des probabilités que son employeur, s'il tient à lui, tout simplement, il va l'augmenter. Il faut quand même suivre un peu la distinction entre les deux. Il y a quand même un certain bémol qu'il faut mettre là-dessus. Donc, je reprends toujours l'exemple qu'en mai 2023, le salaire minimum serait à 15,25 et que, exemple, Benjamin gagne 15,75. Si le salaire minimum monterait au-delà du 15,75, donc le salaire minimum passe de 15,25 à 16 $, ben là, Benjamin aurait, oui, il faudrait qu'il demande finalement d'être au minimum monté au salaire minimum. Donc, parce que son ancien salaire tomberait en bas du salaire minimum, ce qui serait illégal. Donc, un petit peu plus complexe que juste dire oui ou non à cette réponse-là. Question numéro 2. Cindy est commise dans un magasin de souliers. Elle est payée au salaire minimum, mais elle reçoit également une commission sur chaque article vendu. Le montant de sa commission devrait-il être inscrit sur son bulletin de paye? Ben oui, tout rémunération. Ok, des fois là, les gens vont me dire à peu près toutes sortes de choses qui vont se faire en entreprise. Toute forme de rémunération devrait apparaître sur un bulletin de paye, que ce soit une commission sur un article vendu, que ce soit un remboursement de dépenses pour X raison. Vous avez payé quelque chose pour l'entreprise, puis on vous le remet. Donc, il devrait apparaître là. Si vous êtes un employé à pourboire, ben, il devrait apparaître là. Donc, tout devrait passer là. La réalité, est-ce que tout passe toujours là? Ben, la réponse est non. Des fois, il y a certains employeurs que c'est illégal, mais qui vont quand même avoir des commissions qu'on appelle au noir, donc qui est pour déjouer, je peux dire, la loi de l'impôt. Mais ça reste quelque chose qui est illégal par rapport à la loi. Donc, on commence le bloc A sur la question 3. André vient d'être engagé comme vendeur dans un magasin de vêtements. Son patron lui demande d'acheter quelques articles vendus dans la boutique et de les porter pendant ses heures de travail. Cela permet au client de voir la marchandise et ça favorise le commerce, dit-il. En contrepartie, il offre à André 50% de réduction sur les vêtements qu'il va porter. Le patron d'André peut-il obliger à acheter des vêtements dans sa boutique et de les porter pendant ses heures de travail? La réponse est non. En fait, c'est que l'employeur ne peut pas exiger que les salariés achètent et portent des vêtements par le commerce. Il peut imposer des vêtements particuliers à ses employés, mais il n'a pas le droit d'exiger qu'ils soient achetés dans son commerce. Donc, comme tantôt, il pourrait dire, ben, je veux des pantalons noirs avec des chemises blanches, mais il pourrait pas dire, ben, achète-le dans mon magasin à ce niveau-là. Donc, et si en fait, il veut que vous portez des vêtements, ben, c'est à lui de les offrir, tout simplement. Question numéro 4. Jean travaille dans une crèmerie pour l'été. Aujourd'hui, il devrait travailler de 11h à 21h. Toutefois, il s'est mis à pleuvoir et peu de clients sont présentés. À 13h, son patron l'informe qu'il peut partir. Le patron a-t-il le droit de renvoyer Jean chez lui avant son quart de travail et combien d'heures devrait payer Jean pour cette journée? En fait, il a commencé à 11h. Souvenez-vous qu'il y a toujours le minimum de 3 heures qu'on doit respecter.
l'employé était supposé faire 10 heures, donc de 11 heures à 21 heures. Donc, il y avait un chiffre de 10 heures normalement qui était prévu à son horaire et on lui demande de quitter après 2 heures. En fait, il a le droit d'y demander de quitter, mais on devrait y payer un minimum de 3 heures pour le compenser pour sa journée. Je pourrais vous dire, rarement je vais voir ça dans les entreprises. Normalement, surtout dans une crèmerie comme ça coûte pour l'entreprise là, de vous garder, au lieu de vous dire à 1 heure de quitter. Normalement, si l'employeur veut respecter les normes du travail, il va vous garder au minimum jusqu'à 2 heures parce que en fait, s'il vous fait partir à 13 heures ou à 14 heures, c'est le même prix pour lui. Donc, il est aussi bien de vous garder sur le plancher. Et si vraiment il n'y a pas de client, quitte à vous faire des tâches connexes, mais normalement, on verra pas ça. Les employeurs qui vont vous faire quitter réellement à 13 heures, c'est que souvent ils ne connaîtront pas les normes du travail et vont tenter de vous payer uniquement 2 heures. La patronne d'Andréane a convoqué une rencontre d'équipe importante suite à plusieurs problèmes survenus dans l'équipe de travail. Elle demande à tous ses salariés de se présenter le lundi suivant de 6 à 9h30. Andréane et ses collègues doivent-ils être payés pour cette réunion? Si oui, combien d'heures? En fait, là, c'est une rencontre là, de travail en dehors. Oui, elle a le droit, dans le fond, mais faut que le monde soit payé. Dans le fond, même si c'est à cause des problèmes, donc c'est minimum 1 heure. Le temps consacré à des réunions tenues à demande d'un employeur est considéré comme du temps travaillé. Le salarié doit être payé pour toute la durée finalement de la rencontre. Par contre, puisque c'est une rencontre qui est annoncée à l'avance et qui est convenue que cette rencontre va durer 1 heure, si la patronne d'Andréane doit payer, dans le fond, 1 heure, dans le fond, qui était consacrée. C'est en fait, c'est une exception, là, c'en est une des exceptions de verser 3 heures, finalement, à un employé, à titre d'indemnité. Parce que c'est vraiment une rencontre qui a été prévu pendant 1 heure. Dans le cas, là, je vais au-delà de la question. La rencontre, finalement, est plus longue que prévu, puis elle dure 1h30. Elle devrait vous payer 1h30. Par contre, à l'inverse, elle vous cale pour une rencontre, exemple, de 2 heures, mais la rencontre dure 1 heure. Donc, ça serait 2 heures qu'on devrait vous payer. La propriétaire de l'entreprise où travaille Laura, là je suis rendu à la question 6, a changé son système de caisse. Comme Laura est caissière, sa patronne lui demande de suivre une formation d'une journée qui coûte 150 $. Laura devra-t-elle débourser pour le coût de cette formation? Puis doit-elle être rémunérée pour cette journée? En fait, tout ce qui a rapport connexe. Donc, là-dedans, ce qui veut dire que la journée de formation, elle devrait être payée. Donc, si la journée, elle dure 8 heures, c'est 8 heures de journée que Laura devrait être payée. Le coût de la formation est aussi aux frais de l'entreprise. C'est ça. Fait que essentiellement, c'est pas mal au coût de l'entreprise que devrait revenir le coût de cette formation-là. Petite distinction, exemple, la majorité des entreprises, des formations vont être toujours, dans le fond, payées par l'entreprise. Parce que, dans le fond, surtout là, c'est un nouveau système de caisse. Mais il y a quand même une petite distinction. Je vous mets, vous allez avoir des cours de tout ce qui est la suite Office, Outlook ou peu importe, qu'est-ce qu'il y en a. Et quand vous allez être engagé, vous allez déclarer que c'est quelque chose que vous maîtrisez, finalement. Si vous arrivez en entreprise et finalement on vous demande quelque chose sur Teams ou Outlook et que vous n'êtes pas capable de le faire, mais que vous avez déclaré avant que vous étiez capable de le faire, et là qu'on vous dit il y a telle et telle formation, là il y aurait une distinction de la loi. Là. À quelque part, vous avez déclaré que vous étiez apte à apprendre vous maîtrisez un logiciel, puis finalement, vous ne le maîtrisez pas, là, ça serait à votre coût. Parce qu'à quelque part, l'employeur vous a engagé sur les bases que vous connaissez bien ce logiciel-là. Donc là, à ce moment-là, ça ne serait pas l'employeur à payer pour ça. Question numéro 7. Les frais de stationnement s'élèvent à 12 $ par jour pour la formation. Qui rembourse? L'employeur. C'est clairement l'employeur qui va payer pour payer ça. Donc, on n'a pas à sortir d'argent de nos poches quand on va se faire former.
Question numéro 8. Marc-Antoine travaille comme préposé au café dans un kiosque du centre commercial. Il est seul salarié et présent dans sa journée de travail, soit de 9 à 5. Il ne peut jamais quitter son poste de travail. Il trouve injuste que sa période de dîner soit pas payée. A-t-il raison? Bien, effectivement, il a raison. Le pourquoi que sa période de dîner devrait être payée, c'est parce que c'est indiqué qu'il ne peut pas quitter son poste de travail. À partir du moment qu'il doit rester là et qu'il n'y a personne pour le remplacer pour aller prendre une pause, donc on devrait y payer sa période de travail. Après une période de 5 heures de travail consécutif, un travailleur a le droit à une période de repos de 30 minutes. Donc, s'il peut aller la prendre seul, son 30 minutes tranquille, en paix, je pourrais dire dans une salle de rencontre, là, comme dans les entreprises, finalement, c'est non payé. Par contre, si là, il peut pas quitter puis il faut qu'il prenne sa bouchée de sandwich entre deux clients, donc son 30 minutes, il va devoir être payé. Donc, s'il travaille une période de 9 à 5, mais il va avoir une demi-heure d'excédentaire pour être capable de le compenser. Question numéro 9. Éric a 15 ans et poursuit ses études au 4e secondaire. Un jeudi soir, son employeur lui demande de travailler jusqu'à minuit pour remplacer un collègue malade. L'employeur d'Éric a-t-il le droit de proposer cet horaire? Là, je vais faire une distinction. Écoute, l'exercice que je vous ai donné, je sais qu'il y a eu des modifications à la loi dernièrement, je pourrais dire la dernière année à ce niveau-là. Mais de façon générale, non, il n'y aurait pas le droit. Donc, un jeune qui est en bas de 16 ans, finalement, entre 23h et 6h le matin, il n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est priorité à l'école. Mais je mets une petite distinction là, parce que j'ai pas vu nécessairement les modifications à la loi encore. Mais c'est pas les personnes actuellement qui sont dans ma classe normalement qui sont touchées par ça. Mais je sais juste qu'il y a eu des choses qui ont bougé à ce niveau-là. Question numéro 10. Marc travaille comme un commis dans un magasin. Il travaille habituellement 2 jours par semaine, soit le jeudi soir, son horaire de 5 à 9, ainsi que le samedi de 9 à 5. Recevra-t-il une indemnité pour les jours fériés du 1er janvier qui tombe le lundi, s'il ne travaille pas le lundi? Exactement comme qu'on a déjà parlé. Donc, on va regarder les 20 derniers jours de l'horaire de travail, les 20 derniers jours ouvrables de Marc. Donc, on va regarder la moyenne d'heures qu'il a faite sur les 20 derniers jours ouvrables, qui correspond à 1/20e. Donc, on va regarder comment il y a et on devra y donner une indemnité compensatoire à 1/20e, finalement, qui se trouve être la moyenne de ces 20 derniers jours de travail. Question numéro 11. Durant l'année scolaire, donnez-moi un petit instant. Durant l'année scolaire, Jeanne travaille à temps partiel dans un dépanneur. Elle est payée 13,5. Là, vous voyez que l'exercice il date des fois de quelques années, mais c'est le même principe. Là. Donc, on va prendre en considération que c'était le salaire minimum. Donc, elle est payée 13,50. L'été, elle fait beaucoup de remplacements. Il lui arrive de faire des heures supplémentaires. Par contre, au cours des premières semaines d'août, elle a travaillé 49 heures. Combien d'heures supplémentaires a-t-elle effectué au cours de cette semaine? À quel taux horaire devra-t-elle être payée pour ces heures supplémentaires? En fait, Jeanne, les 40 premières heures devraient être payées à 13,50. Et les 9 heures supplémentaires, il faudrait ajouter 50% du 13,50. Donc, il se trouve être, si je me trompe pas, 6,75. Donc, on devrait être à 20 et 25. Donc, on devrait payer, si on regarde Jeanne, donc 40 heures à 13,50 et 9 heures à 20 et 25. Donc, oui, c'est très rémunéré, là, ça paraît beaucoup. Là, on s'entend entre un taux en 13,50 et un taux à 20 et 25. Il y a quand même une bonne distinction entre les deux. Ceci dit, je vous ai quand même dit que normalement après 40 heures, on n'est plus très productif et ça devrait être de courte durée parce que si on fait ça de façon systématique à m'amener, ça va devenir un petit peu difficile sur le body. Question numéro 12. Cynthia travaille encore dans une colonie. Sur sa première paie, elle constate que ses heures supplémentaires n'ont pas été comptabilisées. Elle téléphone à la CNESST pour se renseigner.
Le préposé lui répond que c'est normal. En fait, qu'est-ce qu'il y en a, c'est que lorsque c'est une autre exception des normes du travail et qui a été faite à ce niveau-là, au niveau tout ce qui est de colonie. En fait, c'est payé vraiment au fait à la semaine. Donc, ils sont toujours en contact avec la clientèle. Donc, le 40 heures ne s'applique pas. Donc, on va payer nécessairement à la job. C'est souvent des gens qui vont rentrer le dimanche, ils vont quitter, ils vont faire des 6 jours ou des 7 jours en ligne, ils vont dormir sur place. Donc, le 40 heures ne s'applique pas pour cette catégorie d'emploi-là. C'est ça qu'il fallait vérifier. Qu'est-ce qu'il y en était pour la question 13? Louis travaille comme serveur depuis le 23 juin. Il reçoit des pourboires et il lui arrive parfois de faire des heures supplémentaires. Il aimerait bien prendre des vacances pour profiter un peu de l'été 2018. Lors de son embauche, son patron lui a mentionné que c'est l'année du calendrier qui sert à calculer ses vacances. Combien de jours de vacances Louis aurait-il le droit de prendre? Combien sera calculé son indemnité? Donc là, ça devient un petit peu compliqué. De façon générale, on n'a pas nécessairement à se battre à ce niveau-là. Faut regarder les anciennes périodes de référence. Donc là, moi j'ai comme... ça serait le choix A. Donc, il pourrait prendre 6 jours d'indemnité de vacances, équivalent à 4% de la période de référence. Donc, on en regarde sa dernière période de référence. En fait, normalement, la période de référence devrait être de mai à juin, mais on dit que son employeur lui avait déjà dit que la période de référence serait, dans le fond, l'année du calendrier. Donc, on en regarde, en fait, là, il est en l'été 2018. Il faut regarder l'année précédente, donc de janvier 2017 à décembre 2017, qui trouve être sa période de référence. Combien de mois complets qu'il a fait? Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il se trouve avoir fait 6 mois complets. Donc, les normes du travail nous disent qu'il aurait le droit à une indemnité de 6 jours de vacances payées. Donc, 6 mois complets dans la période de référence. Donc, c'est le choix A qui s'appliquerait pour faire ça. Donc, pour la première année, il va y avoir 6 jours. Donc, pour l'été 2019, c'est là qu'il tomberait à une indemnité de 2 semaines de vacances qu'il pourrait avoir le droit. Numéro 14. Simon travaille à temps partiel dans une usine de pâte et papier. Il envisage de diminuer ses heures de travail au cours des prochains mois. Pour disposer d'un peu plus d'argent par semaine, il demande à son patron de lui verser le montant qu'il aurait le droit pour ses vacances en étalant sur chaque paye. Que devrait-il y répondre son patron? En fait, on n'aurait pas le droit, dans le fond, de faire ça, d'y aller, d'étaler la paye de vacances. Des vacances, dites-vous juste que c'est fait pour se reposer mentalement. Donc, c'est pour être capable de se relaxer. C'est pas fait juste pour, même si vous manquez d'argent, c'est pas fait pour, puis je vous conseille pas de demander à votre employeur de vous donner votre indemnité, le 4% qui s'est cumulé, de vous le verser parce que vous manquez d'argent. Ce qui va arriver, ça veut dire que cette année-là, vous aurez le droit à prendre des vacances, mais vous aurez plus de rémunération dans vos vacances. Donc, vous allez vous retrouver finalement probablement à pas prendre de vacances. Et c'est la voie à ne pas prendre finalement. Des vacances, c'est fait pour se reposer. On voit que les normes du travail, c'est minimum là, après 1 an, 2 semaines de vacances. Mais pour moi, là, c'est le minimum qu'on devrait prendre par année. Travailler 50 semaines par année, ça se fait quand on est un peu plus jeune, mais moindrement qu'on vieillit. On en a besoin. Il faut vraiment s'évacuer le cerveau de toutes les problèmes. Et ça permet de revenir au travail beaucoup plus en forme qu'on l'était auparavant. Donc, le patron, même s'il accepte, il devrait pas accepter. Il devrait dire non, arrange-toi autrement et tu reviendras trouve-toi d'autres moyens finalement. Là. Question numéro 15, on achève. Andy travaille pour la même entreprise depuis 1 an et demi. Il désire partir une semaine en vacances entre le 24 juin et le 1er juillet. Son patron lui refuse d'accorder ses vacances pendant cette période car d'autres salariés sont partis au même moment. Le patron de Andy doit-il refuser son congé?
Ben, l'employeur d'Andy a le droit de refuser, tout simplement, qu'il prenne ses vacances entre ces deux dates-là. C'est légitime. Je pourrais dire il a besoin de lui, tout simplement. C'est un droit de gestion. Donc, il faut qu'il gère l'entreprise pour avoir tout son monde. Normalement, là, je pourrais vous dire, là, faut qu'on avoir une raison légitime, là, mais moi, juste en voyant que le principe qu'il y a d'autres mondes de partir en vacances et que c'est correct. Question 16. Les parents de Benoît ont acheté une nouvelle maison. Il déménagera donc prochainement. Il aimerait bien prendre une fin de semaine de congé pour aider ses parents et avoir le temps de décorer sa chambre. Il est d'ailleurs convaincu que son employeur est obligé de lui accorder un congé payé parce qu'il déménage. Absolument pas. Donc, le déménagement n'est pas des raisons valables là, pour le déménagement. Bien que, je peux dire, ça se peut que l'employeur il donne oui. Il donne un congé, mais c'est vraiment pas dans les normes du travail, donc c'est pas géré. Si vous l'accorde, c'est vraiment un avantage. Donc, vous allez voir, on va tomber bientôt là au niveau des avantages sociaux versus les normes du travail. Donc, on a les normes qui est le minimum et tout ce que d'avantages possibles qu'on va avoir être possible de faire d'une entreprise qui va venir s'ajouter. Mais c'est pas dans les normes du travail. Cindy travaille tous les samedis dans un café près de chez elle. Elle a appris que son grand-père est décédé au cours de la nuit. Les funérailles auront lieu le samedi suivant. Elle désire prendre une journée de congé à ses frais. Son patron peut-il refuser de lui accorder sa journée de congé? Là, c'est pas la même chose. Là, c'est non, en fait. Là, c'est obligatoire. Non, l'employeur doit laisser aller Cindy aux funérailles de son grand-père. En fait, là, dans le fond, la loi prévoit qu'un salarié a le droit à une journée sans salaire en cas de décès et funérailles. Donc, c'est soit pour aller quand le décès arrive ou aller aux funérailles. Essentiellement, là, je pourrais dire les personnes qui sont accès. Moi, on m'avait appris ça. Ça fait quand même longtemps, mais souvent on fait le signe de croix pour comprendre un petit peu qui on aurait le droit. Le signe de croix qui veut dire quand par en haut, en fait, qui se trouve être père, notre mère, grand-père, grand-mère. Donc, on aurait le droit d'aller là. Et de chaque côté de la croix, ben, je pourrais dire c'est frères et sœurs. Donc, et par en bas, ça serait nos enfants. Donc, c'est pour ça que je dis des fois le signe de la croix pour montrer un petit peu qui pourrait aller là. Donc, en fait, et avec toujours conjoint qui vient avec ça, là. Donc, son gendre ou sa bru, l'un de ses grands-parents, l'un de ses petits-enfants, son père, sa mère, frères et sœurs, et toujours tout ce qui vient avec, et ses conjoints. Donc, essentiellement, ça ressemble à la signe de croix que je vous ai parlé. Il reste 3 questions. Maxime travaille comme cuisinier dans une cantine depuis un peu plus d'1 an. Il voit bien qu'il a de moins en moins de clients. Il n'est donc pas surpris que son employeur lui annonce à une semaine d'avis qu'il n'aura plus besoin de ses services à compter du lundi suivant. Il demande toutefois si son employeur a respecté le délai pour aviser qu'il mettrait fin à son emploi. L'employeur de Maxime n'a pas respecté le délai de préavis de cessation d'emploi prévu par la loi. Là. En fait, il y a des indemnités minimum qu'on doit verser. Donc, là, en effet, là, il cumule ce que je vois un peu plus d'1 an de service continu. Son employeur devrait l'aviser au moins 2 semaines avant la date de son départ. Comme qu'il l'a avisé 1 semaine avant, il doit lui verser une indemnité habituelle, dans le fond, d'1 semaine pour compenser les deux. Donc, c'est soit qu'il l'avise 2 semaines d'avance puis qu'il laisse travailler, puis après 2 semaines, il le laisse quitter. Mais si on l'avise avant 2 semaines, mais c'est juste qu'il va quitter après 1 semaine, mais ils vont devoir y payer l'indemnité pour les autres. Puis si on va un petit peu plus loin, c'est le minimum, hein, vraiment, dans le fond, les normes du travail. Mais de 3 mois à 1 an, finalement, c'est 1 semaine de préavis qu'on doit donner. De 1 an à 5 ans, ça va être de 2 semaines de préavis. 5 ans à 10 ans, 4 semaines de préavis. Et 10 ans et plus, ça va être 4 semaines de préavis. 10 ans et plus, excusez-moi, 8 semaines. Mais dites-vous juste que ça a de l'air gros, là, des fois, de dire je vais vous donner 8 semaines de préavis. Mais dites-vous juste que si ça fait 10 ans que vous êtes une même entreprise et que là, on vous demande de quitter et on vous donne juste 8 semaines, mais vous avez un chèque de 8 semaines et vous, après 8 semaines, vous n'avez plus aucun salaire. Donc, ça va extrêmement vite.
pour servir de bar. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, c'est des minimums. Je pourrais vous dire, pour avoir travaillé dans d'autres entreprises au secteur privé, après 10 semaines, on va être beaucoup plus élevé que ça par respect pour le service de bon continu fait par les employeurs. Audrey travaille à temps partiel dans un magasin depuis 4 ans. Là, j'ai sauté de suite à la question 19. Et cependant, elle a cependant trouvé un emploi mieux payé dans une autre entreprise. Elle donne sa démission à son patron en lui indiquant qu'elle terminera la semaine selon l'horaire qu'elle a déjà remis aux salariés. Son patron, bien qu'il est déçu de perdre son salarié modèle, accepte sa démission. De quoi sera composée la dernière paye d'Audrey? En fait, Audrey, on va avoir le droit au salaire qui n'a pas été encore payé, finalement, au paiement des heures supplémentaires qu'elle a faites et à son indemnité de vacances. Son indemnité de vacances qui se trouve être 6% de son salaire qu'elle a gagné au cours de la dernière année de référence. Là, on ne sait pas dans ce cas-là c'est quoi l'année de référence, mais bref, il y a un 6% qui s'est accumulé là-dedans. Donc, dans le fond, les vacances, dites-vous juste là, que c'est pris au fur et à mesure sur votre paye. Là, vous allez voir, votre enveloppe de vacances va grossir tranquillement. Et donc, c'est ça que vous allez avoir le droit. Ça ressemble à pas mal à ça que vous allez avoir. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui quitte son emploi après 4 ans, le chèque qu'on reçoit, je pourrais dire, va être un peu plus gros. Je pourrais dire, faut faire attention, parce que ça a l'air beaucoup des fois. Mais dites-vous juste que là, la paye, le 6% que vous allez recevoir, ça peut quand même être un bon montant. Donc, ça pourrait être ça peut représenter des fois 2, 3, 4 semaines de salaire que vous n'avez pas eu, tout dépendamment si vous avez pris des vacances ou pas. Le danger, c'est que vous allez changer d'emploi, mais là, vous recommencez au début. Donc, ça veut dire que la première année, là, vous n'avez pas de vacances. Donc, vous n'avez pas de vacances payées. Donc, normalement, là, l'enveloppe que vous avez eue devrait, si vous êtes intelligent, vous la mettez d'un petit compte à côté, parce que dites-vous juste, la première année, vous n'avez pas de vacances avec votre employeur. Il n'est pas obligé. Mais même si vous allez voir l'employeur et dire « Hey, moi, là, j'ai besoin quand même de vacances pour être capable de m'aérer, j'en ai pas eu dans mon ancien emploi. » Advenant le cas qui vous dit « C'est beau, ben, je te le prends des vacances, mais vous avez... Dans cette enveloppe-là, vous n'avez pas d'argent. Donc, vous allez partir, mais comme un peu en sans solde. Donc, vous n'aurez pas de paye. Normalement, si vous avez été intelligent, c'est la petite enveloppe que vous avez mis de côté que vous allez prendre de l'argent pour vivre. Mais normalement, il y a bien des gens là, qui vont l'oublier, ça, puis qui vont... finalement, ils vont se retrouver pas trop de vacances la première année quand ils vont changer d'emploi. Il y a quelques semaines, la dernière question, un enquêteur de la CNSST a interrogé Aurélie et ses collègues sur la façon dont sont appliquées les normes du travail dans l'entreprise. Le lendemain de la visite de l'enquêteur, le patron d'Aurélie lui a annoncé qu'elle était suspendue sans salaire pour une semaine parce qu'il ne récompense pas les pleurnichards. Aurélie pourrait-elle déposer une plainte à la CNSST? Si oui, pour quelle raison? Oui, elle pourrait tout simplement porter plainte, puis on appelle ça des pratiques interdites. La CNSST, c'est un peu la police finalement des normes du travail. Si elle débarque, mais il faut collaborer avec eux, tout simplement. Et les employeurs ont aussi faut qu'ils collaborent avec eux. Il faut, c'est une loi, hein? Donc toute personne doit respecter une loi et on pourrait pas vous taper ses doigts pour tenter de dire que vous avez tenté de respecter une loi. Donc tout simplement, dans ce temps-là, c'est une pratique interdite. Et si un employeur se ferait prendre pour ça, je pense que c'est lui qui va se refaire taper ses doigts une deuxième fois. Donc, ce qui met fin à cette deuxième activité-là. Donc, on s'en va pour la prochaine.